Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Que faut-il souhaiter aux 900 000 enseignants de France qui font leur rentrée aujourd'hui ? Il faut leur souhaiter bonne rentrée et puis Évidemment. je crois surtout qu'il faut leur souhaiter bon courage parce qu'il va falloir affronter cette réforme du bac qui est très difficile à aborder pour beaucoup d'entre eux et qui suscite beaucoup d'incompréhension. Et moi, le premier, je dois dire, aussi bien comme professeur du secondaire et maintenant comme élu, je ne comprends pas cette réforme. Je ne comprends pas cette réforme parce qu'il me semble qu'elle va d'une certaine manière à contresens de ce qui serait nécessaire pour nos élèves aujourd'hui. On voit bien que le principal problème de notre éducation nationale aujourd'hui, c'est qu'elle ne parvient pas à transmettre les savoirs fondamentaux. C'est ce qui nous a été enseigné notamment par les enquêtes internationales. On a découvert, à travers ces enquêtes internationales, on a été contraint de reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons une vraie difficulté, une crise profonde qui fait que beaucoup d'élèves sortent aujourd'hui du système scolaire sans savoir correctement lire, écrire, sans avoir les éléments fondamentaux pour s'insérer dans la société, dans le marché du travail, mais aussi l'école ne sert pas qu'à préparer au marché du travail pour devenir des citoyens à part entière, pour pouvoir participer à la vie de la société. Et malgré cela, on fait une réforme qui d'abord est très compliquée, comme un peu la réforme du collège qu'avait proposé Najat Vallaud-Belkacem. Je crois qu'elle se caractérise par une très grande complexité. Pour comprendre un emploi du temps, il va falloir être déjà un spécialiste. Et puis ensuite, une réforme qui va diminuer la culture générale, qui rend la spécialisation plus précoce, alors que nous le voyons bien, nos élèves ont de plus en plus de mal à se déterminer sur leur avenir alors qu'ils sont encore jeunes, et qu'au contraire, on aurait besoin de construire en eux un socle de culture générale beaucoup plus fort. Mais la transmission de ces savoirs fondamentaux que vous évoquez et qui sont effectivement indispensables, elle doit être préalable à l'année de première et de terminale sur laquelle porte cette réforme du bac. Bien sûr, c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que j'ai du mal à comprendre ce que fait Jean-Michel Blanquer, qui ne suit pas les indications qu'il donnait lui-même dans les livres qu'il avait écrits avant de devenir ministre. Il avait dit que l'essentiel, c'était le primaire. Et de ce point de vue-là, il y a des choses qui sont plutôt positives qui sont faites aujourd'hui. Le dédoublement des classes, par exemple ? Le dédoublement des classes, ce n'est pas forcément la chose la plus fondamentale, en ce sens que le point le plus crucial, c'est de savoir comment bien apprendre à lire et à écrire aux enfants. Et c'est pas forcément uniquement à partir de la taille des groupes. C'est une façon dans les zones en particulier en difficulté, justement, de faciliter cet apprentissage. En tous les cas, ce que Jean-Michel Blanquer fait de bien, c'est de rééquilibrer l'investissement de la nation vers le primaire. Et je crois que c'était important parce qu'en effet, c'est un axe fondamental. Mais je ne comprends pas du tout, du coup, pourquoi, alors que Jean-Michel Blanquer lui-même avait dit que son action ne passerait pas par le fait de mener une grande réforme, pourquoi on fait cette réforme du bac, qui en fait n'est pas une réforme du bac, qui est une réforme du lycée, une réforme considérable, d'une très grande complexité. Et malheureusement, je crains de devoir l'interpréter ainsi. Cette réforme a sans doute pour but premier de supprimer un très grand nombre d'heures de cours, ou en tous les cas de faire baisser le nombre d'heures de cours pour les élèves dans une perspective d'économie sans doute. On a le sentiment, François-Xavier Bellamy, que Jean-Michel Blanquer, dans les mots en tout cas qu'il utilise ces derniers temps, a envie de chouchouter un peu les enseignants. Voici ce qu'il disait, ou ce qu'il rappelait plus exactement, il y a quelques jours sur le plateau de BFM. En moyenne 300 € pour tout le monde, donc en moyenne en 2020, mais aussi des mesures spécifiques que nous sommes capables de prendre, par exemple en réseau d'éducation prioritaire renforcé, donc des territoires plus difficiles pour exercer le métier. Eh bien, nous passons à une prime de 2 000 €, c'était 1 000 € l'année dernière, on passe à 2 000 €. 300 € de plus par an brut pour les profs, c'était une promesse faite sous le quinquennat précédent. Jean-Michel Blanquer a aussi utilisé un mot... Pardonnez-moi, ça n'était pas une promesse, c'était une décision prise en 2016 qui s'applique aujourd'hui, qui n'a donc rien à voir avec une décision ou un arbitrage qui serait aujourd'hui pris. C'est ce que j'ai tenté de dire, j'ai peut-être pas été très clair. C'était pas une promesse, c'était une mesure. Il a utilisé un mot, alors les mots, on leur fait dire ce qu'on veut, mais on se souvient tous du mammouth il y a quelques années, il a dit « Nous sommes, les enseignants, sont des colibris », c'est-à-dire un petit oiseau très agile, c'est un nouveau Blanquer. Non, écoutez, il faut prendre un peu les enseignants au sérieux. Alors d'abord, sur cette question de la rémunération, qui est une question fondamentale. Aujourd'hui, les enseignants français sont bien moins bien payés que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Nous avons des enseignants qui se paupérisent, n'ayons pas peur de le dire. Et 300 € par an, pardonnez-moi, mais ça n'est pas du tout ce qui va résoudre ce problème fondamental. La question est comment est-ce qu'on repense aussi notre système de ressources humaines. Jean-Michel Blanquer faisait allusion dans l'extrait qu'on vient d'entendre à la question du statut de ceux qui sont envoyés dans les zones les plus difficiles. Aujourd'hui, j'en ai encore des témoignages en cette période de rentrée. Ce sont parmi mes anciens étudiants les tout jeunes professeurs qui, comme je l'ai été moi aussi, sont envoyés en tout début de carrière dans les établissements les plus complexes, les plus sensibles. Tout le monde voit bien qu'il y a là une aberration et aujourd'hui, les choses ne sont pas encore vraiment faites pour corriger cette aberration. Justement, sur la rémunération, mis en place une ressource humaine de proximité. Je crois que ça va dans le bon sens, mais il faut vraiment avancer. Justement, François-Xavier Bellamy, sur la rémunération, vous dites 300 € en moyenne par an, c'est rien, c'est pas ce qu'il faut, c'est insuffisant. Au regard de la situation des enseignants français, et on la connaît cette situation, il faudra les augmenter jusqu'à quel niveau ?
Il faudrait qu'on puisse s'approcher de la moyenne des pays de l'OCDE, et encore une fois, on en est assez loin. Le gel du point d'indice depuis 2010 fait que pour les enseignants, la situation est compliquée dans une période où l'inflation, notamment par exemple sur les loyers, fait que quand vous êtes enseignant aujourd'hui à Paris, vous ne pouvez pas vous loger à Paris, c'est impossible. Donc il y a évidemment des évolutions à mettre en œuvre, mais ça suppose de repenser de manière globale l'organisation de l'éducation nationale. Parce qu'on ne pourra pas travailler plus pour gagner plus. On ne pourra pas revaloriser les enseignants et leur donner la rémunération qui correspond au travail qu'ils font si on ne réussit pas à repenser aussi l'organisation de notre éducation nationale. Repenser, ça veut dire moins d'enseignants, pardon Renaud. Ça veut dire, ce serait très présomptueux de prétendre proposer une réforme de l'éducation nationale dans un temps très court qui nous est donné sur ce plateau. Mais moi, pour ma part, je crois profondément qu'on devrait réinvestir à fond les moyens sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons un ministère de l'éducation nationale qui est pléthorique et qui a notamment une strate administrative intermédiaire qui est extrêmement dense. Je crois qu'on devrait pouvoir, au contraire, reconcentrer tous nos moyens sur l'action de terrain. C'est le travail de l'enseignant qui est le cœur du métier de l'éducation nationale. Et permettez-moi de vous dire, d'ailleurs, vous parliez de coucouner les enseignants, mais je crois que cette réforme, ou chouchouter, comme vous voudrez, je crois que cette réforme, elle a été aussi une nouvelle étape dans la blessure que les enseignants vivent depuis longtemps. Il n'y a que dans l'éducation nationale qu'on peut mener des réformes aussi rapidement et en concertant. Renaud Déby lève la main depuis 30 secondes, c'est qu'il veut poser une question. François-Xavier Bellamy, c'est toujours la même chose avec le programme de la droite, c'est qu'en même temps, la droite préconise une vraie baisse de la dépense publique, une réduction drastique qui passe y compris par des suppressions de postes de fonctionnaires, mais on ne sait jamais dans quelle catégorie, dans quel domaine auront lieu ces suppressions. Vous récusez toute suppression de postes d'enseignants. Il ne faut pas supprimer de postes d'enseignants. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire baisser les effectifs dans le ministère de l'Éducation nationale, mais je crois qu'il y a au sein du ministère de l'Éducation nationale des centres qui concentrent aujourd'hui du travail de beaucoup d'agents publics qui ne sont pas devant des élèves. Et c'est sans doute là-dessus qu'on devrait pouvoir se concentrer pour faire baisser effectivement les effectifs. C'est marginal au regard de l'emploi des effectifs de l'éducation nationale. Quant à la question de savoir comment effectivement revaloriser les enseignants, ça suppose aussi, par exemple, la droite, vous parliez de la politique de la droite, quand la droite a mis en œuvre la défiscalisation des heures supplémentaires sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça avait beaucoup bénéficié. Laquelle a été rétablie d'ailleurs par Emmanuel Macron. Ça avait beaucoup bénéficié aux enseignants les premiers. Aux enseignants du secondaire. Et elle a été rétablie, cette défiscalisation. Voilà, mais c'était pour vous dire que la droite, effectivement, a aussi un bilan à son actif pour notamment le niveau de vie des enseignants. Et on va reparler de Nicolas Sarkozy. Vous évoquiez son nom il y a quelques instants, François-Xavier Bellamy. Dans un instant, il est 9h-20 sur France Info. C'est Lauriane Delanoë pour l'essentiel de l'actualité. On rouvre les grilles des écoles. Ce matin, c'est la rentrée pour près de 900 000 professeurs. Au lycée, les spécialités remplacent les filières générales. Un professeur mobilisé contre cette réforme s'inquiète ce matin sur France Info. Avec l'instauration du contrôle continu, le rythme sera effréné dès la première pour les élèves, selon lui. Des pompiers vont se rassembler pour de meilleures conditions de travail aujourd'hui à Bordeaux. Et leurs 7 syndicats chez les professionnels promettent une manifestation nationale prochainement. Ils prolongent la grève de 2 mois supplémentaires, le service minimum assuré comme cet été. Des élus britanniques opposés au Brexit sans accord saisissent la justice. Ils veulent faire annuler la suspension des travaux du Parlement. Une cour écossaise doit rendre aujourd'hui une première décision provisoire. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Voici quelques mots d'Alain Souchon dans sa chanson I'm 50s. L'artiste français nous offre aujourd'hui 2 titres, un avant-goût de son album annoncé pour octobre. 11 ans que les fans l'attendent. France Info. Et tout est plus clair. Au moment même où 6 de ses anciens proches étaient renvoyés en correctionnel dans l'affaire des sondages de l'Élysée, Nicolas Sarkozy était hier avec les patrons du MEDEF, où il a eu cette petite phrase pour Emmanuel Macron. On va l'écouter si vous voulez bien, François-Xavier Bellamy. Moi, j'ai approuvé la visite de l'invitation qui a été faite par le président Macron au président Poutine. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Enfin, si vous voyez que les gens avec qui vous êtes d'accord, vous avez un emploi du temps assez libéré. Il n'arrive pas à décrocher Nicolas Sarkozy. Oui, il a dit lui-même dans cette intervention que j'ai eu l'occasion de regarder. J'étais également à cette université d'été pour parler justement d'éducation. Il a dit qu'il ne faisait plus de politique active, mais son regard... Quand on le dit généralement, c'est qu'on ne le fait pas. Cela étant dit, sur ce point précis, parce que c'est le fond qui compte, je suis tout à fait d'accord avec lui pour considérer qu'effectivement, l'invitation du président Vladimir Poutine est, je crois, un signal important et il est décisif qu'on sorte enfin, et sur ce point je suis d'accord avec le président Macron, qu'on sorte enfin de notre naïveté à l'égard de la Russie qui consiste tout simplement à la pousser dans les bras de la Chine. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une Europe qui soit capable de retisser
le fil, y compris effectivement avec des pays avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais enfin, c'est totalement aberrant qu'on ait avec la Russie de moins bonnes relations aujourd'hui que celles qu'on avait du temps de l'URSS dans la dernière période. Je crois qu'il est nécessaire de reconstruire ce dialogue. Emmanuel Macron, que vous citiez à propos de la réception de Vladimir Poutine, il a globalement réussi cette séquence internationale, le G7, la façon, ses liens avec Donald Trump et ce G7 à Biarritz? L'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que... Votre jugement aujourd'hui, votre opinion aujourd'hui? Encore une fois, l'avenir le dira. Ce qui compte dans la diplomatie, ce sont les résultats. Et les résultats, ils se matérialisent sur le long terme. L'invitation du ministre des Affaires étrangères iranien était une bonne initiative? Précisément. Je crois que c'était une bonne initiative, c'était une bonne intuition, mais l'avenir nous dira si ce G7 aura effectivement permis de faire baisser le niveau de tension autour du dossier iranien. Je pense à un autre sujet qui est fondamental, qui est la question de la taxation des GAFA. Aujourd'hui, le président Trump semble dans de meilleures dispositions, mais enfin, rien n'est décidé, rien n'est acquis, rien n'est acté. Et donc, derrière les postures, il y a les faits, et maintenant c'est sur le terrain des faits que nous verrons si on arrive à concrétiser ce qui est aujourd'hui susceptible d'être espéré. En France, François-Xavier Bellamy, 2 dossiers vont dominer cette rentrée politique, celui de la PMA, on va en parler avec vous dans quelques instants, et celui des retraites, depuis la petite phrase de Nicolas Sarkozy lundi dernier, rebattant les cartes en quelque sorte de la réforme. Il a annoncé une grande consultation des Français, et voici ce que vient de déclarer ce matin chez nos confrères d'RTL le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. On va prendre un an, un petit peu moins d'un an, de concertation avec la société, avec les avocats, les infirmières, les fonctionnaires, les professeurs, enfin tous ceux qui sont concernés. Voilà, et là je me reprends, c'est pas Nicolas Sarkozy lundi dernier qui a parlé des retraites, c'est bien Emmanuel Macron, et là c'est bien Gérald Darmanin qui vient d'annoncer on va se laisser un an désormais pour consulter autour des retraites. Est-ce qu'on est en train de promener le chien pour que cette réforme arrive le plus tard possible ? Honnêtement, on a du mal à comprendre ce qui se passe, parce que la concertation, elle est supposée avoir été menée par M. Delevoye, par son équipe. On avait une mission spécifique sur ce sujet, et donc on a du mal à comprendre qu'aujourd'hui, après que la réforme ait été présentée, on lance une phase de concertation. Et ce que je crois assez problématique, c'est que cette question, elle est cruciale. Quand on parle des retraites, c'est pas seulement un sujet technique, c'est le travail des Français, c'est l'avenir des Français, c'est la vie de famille des Français qui se prépare. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est que nous ayons une idée claire de ce que le gouvernement propose pour sauvegarder le système des retraites. C'est une mesure de justice sur quel levier est-ce qu'il faut jouer? Est-ce que c'est sur la durée de cotisation? Est-ce que c'est sur l'âge de départ légal à la retraite? Je termine juste en disant sur ce point qu'on a besoin de clarté et qu'il n'est pas normal de jouer avec les nerfs des Français. Le haut-commissaire, M. Delevoye, avait annoncé les pistes qu'il proposait. Le président de la République, ensuite, à la faveur d'une petite phrase, je reprends votre expression, semble avoir complètement renversé le scénario. On ne voit pas du tout où on va, et c'est assez anxiogène, et ça n'est pas normal de la part d'un gouvernement et d'un président de la République. Votre réforme des retraites, quelle serait-elle? Il me semble, moi, qu'il faut sortir évidemment de l'hypocrisie, sortir de la démagogie. L'espérance de vie a augmenté. Il est évident que si on vit plus longtemps, et notamment si on est, c'est le cas en France, l'un des pays dans lequel la vie après l'âge de départ à la retraite est la plus longue, on ne peut pas tenir très longtemps avec un modèle à l'équilibre, sauf à paupériser les retraités, ce que nous ne devons pas faire. Donc je crois qu'on a besoin de dire aux Français qu'effectivement, on aura besoin aussi de travailler plus longtemps. La perspective qui consiste à dire que l'âge de départ ne compte pas, ce que le président de la République a dit récemment, me paraît, elle, au contraire, une mauvaise perspective, parce que elle aurait un effet pervers, notamment, qui serait celui d'inciter les Français, paradoxalement, à ne pas faire d'études ou à faire des études courtes. Si ce qui compte, c'est la date d'entrée dans la vie professionnelle, alors évidemment, vous serez pénalisé si vous êtes rentré plus tard dans la vie professionnelle. Et donc, alors même qu'on sait que le marché du travail de demain supposera des profils plus qualifiés, on dissuaderait les Français de se qualifier avant de rentrer sur le marché du travail, ce qui serait une vraie erreur. Donc vous préconisez le report de l'âge légal du départ en retraite jusqu'à quel âge? C'est pas 65 ans? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas ne pas prendre les Français au sérieux sur ce sujet. Je crois que la réforme qui était proposée par M. Delevoye était une piste courageuse. Elle consistait à fixer un âge à 64 ans. Il y avait une petite hypocrisie sur l'âge légal et l'âge pivot. Vous étiez favorable à cet âge pivot? Mais en tous les cas, il me semble que c'était une manière de prendre les gens au sérieux en leur disant qu'effectivement, la retraite à taux plein, elle arriverait sans doute un peu plus tard dans la vie. Mais ce qui est aussi, si on regarde la comparaison avec les autres pays européens, ce qui est aussi nécessaire, parce que nous sommes le pays qui part
l'un des pays dans lesquels on a le plus de temps de vie à la retraite. Évidemment, ça ne peut pas produire un système à l'équilibre. La dernière chose qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il est nécessaire aussi qu'une réforme des retraites prenne en considération les mécanismes de solidarité qui vont avec les métiers avec une forte pénibilité, qui vont aussi avec les choix familiaux que des Français ont pu assumer et qui contribuent à la solidarité nationale. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y avait des ajustements qui restent encore à penser. Mais qu'on se retrouve dans ce flou aujourd'hui me paraît assez inquiétant. François-Xavier Bellamy, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple, quelle doit être la position de votre parti, les Républicains ? En tous les cas, j'y suis très fermement opposé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et je crois que c'est le cas de beaucoup d'élus, de parlementaires, de beaucoup de responsables de la droite. Une partie de votre groupe à l'Assemblée nationale est tentée par un vote favorable. D'abord, le débat n'a pas encore eu lieu au sein du Parlement et je crois qu'il faut qu'on arrive à poser toutes les questions. C'est une question qui pourrait paraître assez technique, mais qui en fait engage fondamentalement un choix de société majeur concernant le statut de la médecine et le rapport que nous avons à nos propres corps, au fond, à nos propres vies. C'est aussi une question philosophique, si je puis me permettre de le dire ainsi. La question qui est posée, c'est est-ce que nous devons considérer que le désir doit trouver sa satisfaction même lorsque la condition humaine semble devoir le frustrer ou le décevoir. Le désir d'enfant, il est magnifique, il est légitime, il est respectable, et je le respecte infiniment, bien sûr. Mais la question qui nous est posée, c'est faut-il que parce qu'il y a un désir, ce désir trouve sa satisfaction, quitte à faire en sorte que la médecine, qui avait jusque-là pour but de réparer les corps, de rétablir la condition humaine dans son cours ordinaire, est-ce que la médecine serve maintenant à aller au-delà Cette de la question, elle est condition déjà humaine. tranchée dans le cas des couples stériles. La PMA est autorisée depuis bien longtemps Mais en la France. stérilité, justement, si vous me permettez, c'est un point très important. La stérilité est justement une pathologie. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'effectivement, des couples formés d'un homme et d'une femme peuvent, pour une raison médicale, être stériles. Et aujourd'hui, ils doivent le faire constater pour avoir accès à la PMA. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'ordre habituel des corps. Alors que un couple formé de deux femmes ou bien une femme seule, c'est pas qu'il y a un dysfonctionnement du corps. Vous parlez de l'ordre habituel, vous parlez de l'ordre naturel, c'est ça. C'est une réforme qui, à vos yeux, perturbe l'ordre naturel des choses, selon votre appréciation. C'est pas qu'elle perturbe l'ordre naturel des choses, parce qu'elle ne le changera pas, c'est que tout simplement, elle donne à la médecine un rôle complètement différent. La médecine ne sert plus à réparer les corps, mais elle sert d'une certaine manière à augmenter les corps, à aller au-delà de ce que la condition humaine donne. Même au nom de l'égalité entre les condition. citoyens et en l'occurrence entre les citoyennes. C'est au nom de l'égalité et de la justice que le Mais comme gouvernement vous le savez, d'ailleurs, préconise cette réforme. tout le droit et toute la jurisprudence jusque-là avaient toujours considéré qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité, puisqu'encore une fois, tous les couples qui sont affectés d'une stérilité pathologique, qui sont médicalement stériles, peuvent avoir accès à la PMA. Et ici, c'est d'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça l'extension de la PMA. Ça n'est plus un acte médical au sens classique de ce terme. Encore une fois, il ne s'agit plus de traiter une pathologie. On devrait l'appeler comment, à vos yeux ? On devrait l'appeler une procréation techniquement assistée. C'est-à-dire, c'est plus un acte médical au sens où il ne s'agit plus de réparer la nature, il s'agit d'aller au-delà de ce que nos corps, ordinairement, dans leur état de santé, donnent ou peuvent constituer. Et on va reparler dans un instant, vous nous direz si vous comptez aller manifester dans quelques jours avec la Manif pour tous. D'abord, on est un peu en retard. Il est 8h, et 51 minutes. C'est Lauriane Delanoë pour le rappel de l'actu. Pour un Français sur deux environ, une grève des enseignants contre la réforme des lycées serait justifiée. Résultat d'un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Alors que les professeurs font leur rentrée aujourd'hui, leur ministre Jean-Michel Blanquer perd en popularité. 54% des sondés ont une mauvaise opinion de lui. Des associations vont interpeller le gouvernement contre la baisse des avantages fiscaux pour le mécénat, pour les entreprises qui donnent plus de 2 millions d'euros. C'est en contradiction avec les promesses d'Emmanuel Macron, estime un collectif. Qu'y avait-il dans l'appartement de Jeffrey Epstein à Paris ? France Info vous le révèle ce matin. La semaine dernière, 2 jours à peine avant l'ouverture d'une enquête préliminaire en France, son homme à tout faire est passé longuement dans ce logement. L'Américain Jeffrey Epstein, accusé de viol et exploitation sexuelle sur des filles mineures, il s'est suicidé en prison. Le Real Madrid en entrée, tirage au sort corsé pour le Paris Saint-Germain en vue des poules de la Ligue des Champions. Lille face à des gros morceaux également, Chelsea, l'Ajax Amsterdam et Valence. Enfin Lyon, ce sera plus simple face au Zénith Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et Leipzig. France Info. Et tout est plus clair. François-Xavier Bellamy, on a entendu votre opposition à la PMA pour toutes les femmes. Est-ce que cette opposition ira jusqu'à manifester dans les jours qui viennent ? Oui, bien sûr, j'irai manifester, tout à fait. Je crois que c'est important de prendre part à ce débat. Je le ferai
en essayant d'avancer des idées. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion d'écrire sur cette question. Je crois que c'est vraiment un Vous choix serez de par société exemple majeur. le 6 octobre prochain avec la Manif pour tous? Et je serai le 6 octobre prochain avec bien d'autres organisations que la Manif pour tous, mais aussi avec la Manif pour tous. Il y a beaucoup d'associations. Je n'ai pas encore regardé de près l'organisation de cet événement, mais j'ai cru voir qu'il y avait beaucoup de collectifs, qu'il y avait une pluralité d'associations qui appelaient à manifester, et je serai dans cette manifestation. Vous et ce que j'espère, votre c'est parti, très les important, Républicains, appellent à manifester également? j'espère que ce débat sera respectueux, mais j'espère aussi qu'il y aura un vrai débat exigeant sur le fond. Le lieu du débat, c'est pas l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale est évidemment le lieu Pour fondamental un de ce élu débat. Mais de la République. la société doit se saisir aussi évidemment de cette question qui la concerne. Et que je sache, la manifestation n'est quand même pas contraire à la démocratie. Aller manifester n'est pas le signe qu'on se défie du débat parlementaire. Même Marine Le Au Pen dit contraire. qu'elle n'ira pas manifester contre la Manif pour tous, que Chacun- c'était dans le chacun. projet d'Emmanuel Macron et que ça a été voté et tranché lors de l'élection présidentielle. Mais ça, c'est quand même très curieux que Marine Le Pen emploie cet argument-là, parce que ça devrait la condamner au silence sur tous les autres sujets pendant les 5 ans d'un quinquennat. C'est pas parce qu'une élection a eu lieu que d'un seul coup, on doit considérer que tous les débats sont tranchés. Cette question-là est fondamentale, elle est vraiment décisive. Et encore une fois, je le redis, elle engage un choix de société dont les conséquences Est-ce seront que importantes. vous souhaitez que les Républicains appellent à manifester? Je ne sais pas si c'est le rôle des partis politiques d'appeler à manifester, mais j'espère en tous les cas, moi je le dis très simplement, je partagerai cette réflexion aussi avec les élus de notre famille politique. J'espère que nos élus seront nombreux à s'engager sur cette question, parce que c'est pas tout une seul. question fondamentale. Non, je ne serai pas tout seul. Il y a d'autres députés européens que vous avez déjà contactés qui seront à vos côtés? Alors, je sais qu'il y a d'autres parlementaires qui sont très sensibles à cette question, et d'ailleurs je l'ai vu aussi tout au long de la campagne de l'élection européenne. Encore une fois, je trouve très étonnant, si vous voulez, que dans un moment où, à travers l'écologie par exemple, on redécouvre tous le besoin de faire en sorte de retrouver des équilibres qui nous précèdent, et de retrouver une forme de sagesse dans le rapport à la technique, que sur une question comme celle-ci, on cède à l'idée d'une technique toute puissante. J'entendais Jean-Louis Touraine dire aujourd'hui la mère n'est plus celle qui accouche, la mère c'est celle qui veut être mère. Cette idée-là, vous voyez, cette idée qu'au fond nous serions tout puissants sur l'ordre des corps, cette idée, elle me paraît presque anachronique. Et oui, j'espère que beaucoup de parlementaires, et d'ailleurs pas seulement de droite, mais de gauche aussi, j'entendais José Bové par exemple sur cette question qui a été très constant depuis très longtemps, je crois que beaucoup d'élus, gauche et droite confondus, seront capables de s'engager sur une question comme celle-ci pour dire ce qu'ils espèrent pour l'humanité de demain. Renaud Dely. Vous êtes député européen, François-Xavier Bellamy, vous allez devoir vous prononcer sur le choix de Sylvie Goulard comme commissaire européenne par la France. Ce choix va être soumis au vote du Parlement européen. Est-ce que vous approuverez ce choix? C'est un choix très étonnant, permettez-moi de vous le dire, et très étonnant et qui a quelque chose de gênant vis-à-vis de nos partenaires européens. Pourquoi? Sylvie Goulard avait elle-même choisi de démissionner 1 mois après son entrée en fonction au gouvernement, en considérant que l'affaire des assistants parlementaires l'empêchait d'exercer sa fonction de ministre. L'empêchait de se défendre à l'époque, c'est ce qu'il expliquait. justement. L'empêchait de se défendre et que ça créait du coup une forme d'illégitimité, ou en tous les cas que ça fragilisait sa légitimité pour être ministre, au point qu'elle était contrainte de sortir du gouvernement. Ça veut Plus de dire 2 ans qu'une après, affaire... aujourd'hui, elle n'est pas mise en examen, elle n'a même pas été entendue depuis plus de 2 ans qu'a duré cette L'affaire enquête. n'est pas close, elle n'est pas jugée, et personne n'a été mis hors de cause dans cette situation. Et donc ça veut dire qu'une affaire qui vous empêche d'être ministre en France ne vous empêche pas d'être commissaire européen. Évidemment, je crois que nos partenaires européens vont regarder avec étonnement cette nomination. Il n'y a pas de députés dans votre parti, les Et Républicains, qui ont été condamnés par la justice. Et pardon, avec d'autant plus d'étonnement que cette affaire concerne directement le Parlement européen lui-même, au sens où Donc vous voterez contre? c'est l'affaire des assistants parlementaires européens. Donc du vous modèle voterez qui est contre? en cause. Moi, à l'heure actuelle, oui, je crois que je ne peux pas soutenir cette nomination. On en discutera avec la délégation française et les élus de notre délégation que je retrouverai dans quelques jours, mais il me semble en tous les cas qu'il est difficile de la soutenir dans la mesure où effectivement ça constitue quand même un problème de fond. Puis par ailleurs, il y a je le dis là comme parlementaire, pour le coup comme nouveau parlementaire, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui que je pourrais accepter d'être rémunéré par un lobby dirigé par un financier américain pour un montant supérieur à celui de mon indemnité parlementaire. Comme ça a été le cas Sans lorsqu'elle était perdre un députée peu de ma européenne. liberté. Ouais. Donc, il faudra que Sylvie Goulard nous explique aussi, évidemment, cette activité qui n'est pas sans poser problème. En octobre aura lieu aussi, François-Xavier Bellamy, la désignation du nouveau président des Républicains, une élection qui concerne 3 candidats en compétition, Christian Jacob, Guillaume Larrivé, Julien Aubert. Vous n'avez donné
donner votre parrainage à aucun des trois. Ça vous intéresse plus, les Républicains, vous n'y croyez plus? Non, pas du tout. Pour une raison très simple, en fait, c'est que d'abord, ces trois personnes ont été très impliquées dans la campagne que j'ai menée, m'ont soutenu. Christian Donc vous n'en Jacob soutenez aucune? a apporté sa confiance dès le début. Il m'a soutenu dans une période qui était très difficile et je lui en suis toujours extrêmement reconnaissant. J'avais été dès le début de la campagne chez Guillaume Larrivé à pluisieurs reprises dans sa circonscription. Julien Aubert a été très présent aussi. Donc d'abord, c'est une première chose. Mais c'est un choix cornélien pour vous. Ouais. Il y a un moment, il va falloir voter. Il n'y a pas 3 bulletins dans l'urne. La première chose, c'est que humainement, c'était difficile, je le dis, Vous voterez pour qui ? De partager entre trois candidats que j'estime. La deuxième chose, c'est que quand on est président d'une délégation, comme chef de groupe ou comme le président du Sénat, par exemple, il est apparemment de coutume, j'observe mes aînés, de ne pas prendre parti. De ne pas prendre part au vote. Et donc, j'espère que le débat sera à la hauteur des enjeux. Je suis sûr qu'il le sera. J'ai beaucoup d'estime pour les trois candidats. Merci et je leur souhaite bon courage pour leur campagne. On n'aura pas la réponse aujourd'hui. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy.